Bonjour tout le monde, bienvenue à PSF 211, méthode de recherche en psychologie. On va passer à quelque chose de complètement différent dans le cadre de cette capsule-là. On va laisser tomber pour l'instant l'idée de réfléchir scientifiquement, l'idée de penser à la recherche en termes de formes d'affirmation, de fréquence, d'association et causale, de causalité. L'idée de penser aux différentes formes de validité, interne, externe, statistique et de contenu, de penser aux différents critères qui euh, doivent être respectés pour qu'une étude soit bien, représente bien de la causalité d'une variable indépendante à la variable dépendante. L'idée d'expérimentation, on va laisser tomber tout ça, ben pas tomber, mais on va mettre ça sur pause pour l'instant pour parler de quelque chose d'un peu plus large qui est le concept de comportement éthique en recherche. Euh, En fait, ce concept-là est présent énormément en psychologie parce qu'on fait de la recherche soit avec des animaux non humains ou bien avec des animaux humains, donc avec des gens. Et donc, il y a toute une question d'éthique qui rentre en compte, qui n'est pas présente dans d'autres sciences où on travaille avec des matériaux non vivants. Euh, et donc, on va parler de ça dans le cadre de cette et peut-être même la prochaine ou même les deux prochaines capsules. Je vais commencer avec une histoire qui est généralement... Il y a eu plusieurs cas d'abus éthiques dans l'histoire de la recherche avec les êtres humains qui ont fait en sorte qu'on s'est réveillé au bout d'un moment puis qu'on a dit hey, ça nous prend certaines normes éthiques, ça nous prend un certain système. Il y a eu plusieurs événements, mais je vais vous décrire un qui a été particulièrement marquant et qui a été aux États-Unis. On se retrouve dans les années 20, les années 30 à peu près. En passant, l'histoire que je vais vous décrire là est une histoire complexe que je connais moyennement. Ok, donc je suis pas historien spécifiquement spécialisé dans cette histoire-là, cette période-là, mais je vais vous donner ce que je crois qui est le plus important pour nous dans le cadre de notre cours. Ok. Donc on se retrouve là dans les années 20-30 au sud des États-Unis. Et il y avait une problématique particulière à ce moment-là, c'est que il y avait une bonne quantité d'Afro-Américains dans le sud qui étaient infectés avec la syphilis que l'on voit ici à droite. Okay. 35% en fait, selon certains estimés, des Afro-Américains étaient infectés avec la syphilis. On parle ici d'une période où il y avait pas vraiment de traitement efficace. Il y avait certains traitements, mais ils étaient potentiellement dangereux. Et l'absence de traitement plus la grande proportion de syphilis chez cette communauté-là gardait beaucoup cette communauté-là dans la pauvreté. Bon, parce que surtout à des stades avancés d'infection, on est incapable de travailler et ainsi de suite. Alors, dans le cadre de ce contexte-là, en 1932, la US Public Health Services, okay, l'équivalent, disons, de Santé Canada, mais aux États-Unis, okay, commence une étude qui utilise plus de 600 hommes afro-américains, okay, des hommes spécifiquement, de la communauté afro-américaine, pour étudier les effets à long terme de cette infection non traitée. Donc, ce que la US Public Health Services veut savoir, c'est quel est l'effet à long terme de cette infection non traitée. Okay? Donc, on ne parle pas ici d'une étude en psychologie, bien que la syphilis peut avoir des impacts tard dans l'infection qui commencent à rentrer dans le domaine de la psychologie. Là. Il y a des problèmes cognitifs, je crois, entre autres. Mais bref, on parle ici d'une étude plus médicale. Okay? Alors, 600 hommes, et ils s'arrangent pour que 400 de ces hommes-là aient la syphilis, 200 ne l'aient pas.
Quand je dis ils s'arrangent, je ne veux pas dire qu'ils ont donné la syphilis à 400 hommes, là, mais ils ont pris 400 hommes qui avaient la syphilis, 200 qui ne l'avaient pas. Et ce qu'ils veulent voir, c'est comment les 400 qui l'ont vont évoluer au cours du temps différemment, au cours de plusieurs années, que ceux qui ne l'ont pas. Okay? Comment la maladie va évoluer, comment elle va progresser, quel sera l'impact, et ainsi de suite. Okay? Donc, dans cette situation-là, les chercheurs recrutent ces hommes-là dans leur communauté, okay, dans les églises, dans les écoles, dans les salles communautaires, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs de ces hommes-là sont très enthousiastes parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont recevoir des services médicaux pour la première fois. Et en plus de la part du gouvernement. Ils se disent finalement, on est reconnu par le gouvernement, puis on a accès à des services médicaux et ainsi de suite. Okay? Le problème, c'est que on a approché ces hommes-là d'une certaine manière que, apparemment, ils n'ont pas été formellement informés qu'il s'agissait d'une étude sur la syphilis. Donc, c'est comme si on a recruté ces hommes-là pour être, si on veut, suivis par des services médicaux. Puis, c'est fantastique, on va avoir des services médicaux, mais ils ne savent pas que il s'agit d'une étude sur la syphilis. Et ils ne savent certainement pas qu'on est intéressé à voir qu'est-ce qui se passe à long terme quand on a la syphilis. Hein? Alors, au début, le but des chercheurs était de suivre les 400 individus qui étaient atteints jusqu'à leur mort. Et pourquoi? Pour obtenir des informations sur la progression de l'infection non traitée. C'est une question scientifique intéressante. Du moment que tu l'as, la syphilis, jusqu'à ta mort, comment est-ce que la maladie progresse? C'est quoi les symptômes qui sortent? Est-ce qu'il y a des phases? Est-ce que quelle est la probabilité que ça se. Mais pas que ça s'en aille, mais que certains symptômes chez certaines personnes soient plus faibles, etc. Okay. Et donc, au début, c'est ça le but de l'étude, vraiment. Okay. Encore là, les participants ne savent pas nécessairement que c'est ça. Eux, ils ont l'impression que fantastique, on va avoir accès à des services médicaux. N'oubliez pas, Afro-Américains, dans les années 20-30, dans le sud des États-Unis. Okay? C'est une communauté très marginalisée. Donc, l'étude va durer à peu près 40 ans. Et ce qui est intéressant pour nous dans le cadre de cette présentation, c'est les comportements non éthiques que les chercheurs vont faire. Et il y en a plusieurs. Je viens juste de réaliser, je n'avais pas vu ça avant, mais qu'il y a un chien mignon qui fait un photobomb dans la photo ici. En tout cas, l'étude donc dure 40 ans, puis les chercheurs vont faire plusieurs choix non éthiques. Je vais vous donner quelques-uns de ces comportements-là. Okay? Premièrement, on a des bonnes raisons de croire que les hommes infectés ont été informés qu'ils avaient du sang de mauvaise qualité et non la syphilis. Donc, on leur ment. On ne dit pas, parce que s'ils rapportent qu'ils ne se sentent pas bien, les chercheurs ne vont pas leur dire « Ah, c'est normal, c'est parce que vous avez la syphilis, puis on étudie la syphilis. Chez vous, on veut voir comment ça va se développer. » On leur dit souvent qu'ils ont du sang de mauvaise qualité. Donc, on leur donne une fausse information médicale sur leur état physique. Et on ne leur révèle pas qu'ils ont la syphilis. Okay? Ça, c'est un énorme problème au niveau éthique. Okay? Imaginez votre médecin qui vous mentirait. Okay? C'est un énorme problème. Deuxièmement, deuxième exemple, les chercheurs... on a des preuves qui suggèrent très fortement que les chercheurs leur ont dit à ces hommes-là, aux hommes qu'ils étaient traités afin de les faire venir en clinique pour des tests et évaluations. Mais il n'y avait aucun traitement. Fait qu'on leur disait, oui, tu es traité pour ton mauvais sang, viens en clinique, on va te faire des tests, on va te faire des évaluations, on va prendre des mesures, on va faire ci, on va faire ça. Mais ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, ou plutôt ce que les chercheurs n'ont pas dit aux participants, c'est que lorsqu'ils venaient en clinique, c'était vraiment pour obtenir des données. Là. Il n'y avait aucun traitement qui était donné. Là. Or, ces hommes-là pensaient, premièrement, qu'il y avait du mauvais sang de mauvaise qualité,
Et ce qui est quasiment drôle à dire, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire du sang de mauvaise qualité? Ça veut vraiment rien dire. Là. Mais donc non seulement ils croyaient ça, mais en plus ils étaient sous l'impression qu'ils étaient traités par ces gens-là, par des gens du gouvernement, et qu'ils pouvaient leur faire confiance. Or, il y a eu un énorme abus de confiance justement par les chercheurs envers cette communauté afro-américaine-là. Okay? Un exemple de ça, c'est chez certains de ces hommes, on fit passer une ponction lombaire qu'on voit ici à droite, où est-ce que dans le fond, bon, je ne suis pas anatomiste ou physiologiste, là, mais à ce que je crois comprendre, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la colonne vertébrale et on extirpe, on retire un certain liquide qui est dans la colonne vertébrale ou une certaine substance et par la suite on peut l'analyser. Je pense que ça donne de l'information justement sur l'infection et ainsi de suite. Okay? Très douloureux, donc on voit un exemple ici. Donc on a fait des ponctions lombaires à ces hommes-là en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un traitement gratuit et spécial. Donc écoutez, au niveau éthique, c'est une histoire d'horreur. C'est absolument une histoire d'horreur. Okay? Et ça continue. Au cours du projet, de ces 600 hommes-là, 250 hommes joignirent la US Armed Forces, okay, l'armée américaine. Parce qu'on parle là du contexte, on est dans les années 20-30, là, donc on parle de la Deuxième Guerre mondiale qui va bientôt s'amorcer. Il y a toutes sortes de... qui va bientôt s'amorcer ou qui s'amorce effectivement dans la fin des années 30. Là. Et donc, il y a ces hommes-là et qui veulent joindre la US Armed Forces et c'est une bonne opportunité d'emploi pour ces hommes-là. On parle de communautés marginalisées, souvent il y a de la pauvreté et ainsi de suite. Une bonne opportunité pour avoir des services, des bénéfices et ainsi de suite. Or, les chercheurs vont souvent empêcher ces hommes-là de recevoir du traitement contre la syphilis lorsque les recruteurs de l'armée vont réaliser, suite à des tests physiques, que hey, vous êtes infecté par la syphilis, euh, on pourrait vous traiter parce on ne vous veut pas en tant que membre des forces avec une infection mortelle à long terme. Mais les chercheurs vont souvent empêcher ces hommes-là de recevoir ces traitements-là. Okay? Ce qui va couper à ces hommes-là l'accès aux services et aux bénéfices de GI. T'sais? Et donc, c'est un énorme problème. C'est complètement... Donc, non seulement ils leur mentent à propos de leur état de santé, en plus, ils leur offrent des traitements qui ne sont pas des vrais traitements. Et en plus de ça, il leur empêche de recevoir un potentiel traitement qui pourrait leur ouvrir des portes d'emploi dans les forces et leur donner des services, des bénéfices et potentiellement une meilleure vie. Donc, c'est comme je vous dis, c'est une histoire d'horreur. Cette histoire-là se développe de manière intéressante dans les années 40. Okay? Une dizaine d'années plus tard. En 1943, plus spécifiquement, la Public Health Services des États-Unis approuve la pénicilline comme traitement pour la syphilis. On voit ici une représentation graphique là, de la molécule, je pense, de pénicilline comme traitement pour la syphilis. Okay? Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Est-ce que les chercheurs de cette étude-là sur la syphilis, pas ceux qui ont créé la pénicilline, mais des chercheurs qui faisaient l'étude dans le sud, est-ce que vous pensez qu'ils ont tout de suite dit à ces Afro-Américains-là, à ces participants-là, « Hey, on a quelque chose qui peut vous aider? » Ben non, les chercheurs ont gardé cette information secrète-là. Ils n'ont pas dévoilé aux participants qu'il y avait un traitement qui venait juste d'être inventé et qui était très efficace. En passant, je ne sais pas si on peut éliminer la syphilis, je ne sais pas, là, mais la pénicilline aurait été quand même un très bon traitement pour gérer les symptômes. Okay.
On pourrait dire, oui, mais ces hommes-là auraient pu, je sais pas moi, en lisant le journal ou en écoutant la radio, découvrir qu'il y a quelque... Non, mais n'oubliez pas que ce sont des hommes dans une communauté marginalisée du sud des États-Unis pendant une période où le racisme est encore extrêmement présent, dans un endroit où il est encore extrêmement présent. Et donc, on parle d'une majorité d'hommes ici là, qui sont illettrés, là, puis qui n'ont pas accès à de la technologie, là, comme nécessairement. Et donc, la syphilis la pénicilline pourrait exister depuis très longtemps, puis ces participants-là n'auraient pas accès à le savoir, ne pourraient pas le savoir, t'sais, pour des raisons socio-économiques, et pour des raisons d'éducation, et pour des raisons aussi qu'on leur ment, littéralement. Okay. 1943, l'invention de cette substance-là. Ça va traîner pendant des années et des années, ce truc-là. Croyez-le ou non, 25 ans plus tard, Peter Buxton, qu'on voit ici à droite, qui est un employé de la Public Health Services, va sonner l'alarme au CDC, qui est le Center for Disease Control. Il va sonner l'alarme, il va dire, hey, il y a des gens dans le Sud qui font partie d'une étude, il y a des chercheurs qui les maintiennent un peu dans le noir, si on veut, par rapport à la présence de certains traitements, et ainsi de suite. Rien ne va changer. Rien ne va changer jusqu'à à peu près 4 ans plus tard, en 1972, lorsque Buxton va utiliser une excellente stratégie lorsqu'on veut comment dire, exposer une nouvelle qui est maintenue secrète. Il va contacter la presse. Il va contacter la Associated Press aux États-Unis. Et là, ça va faire des nouvelles de cette étude-là dans le Sud, de la présence de pénicilline, mais du fait qu'on ne leur offre pas les traitements, et ainsi de suite. Et l'étude va être condamnée par le public, vue comme quelque chose d'immoral, comme ce l'est, quelque chose de complètement non éthique. Et finalement, ça va débloquer. Alors, au cours de ces années-là, il y a plusieurs hommes qui ont perdu leur vie à cause de la syphilis, qui auraient pu être traités, mais qu'on a juste regardé mourir, dans le fond. Parce qu'on voulait savoir ce qui se passait, comment les gens mouraient spécifiquement, de quoi ils mouraient, et ainsi de suite, comment ça se passait. Je veux dire, scientifiquement, de manière froide, c'est intéressant, mais de manière humaine, tu peux pas faire ça. Okay? Puis vous allez voir que en psychologie, il y a toujours un genre de conflit entre scientifiquement ce qui serait cool à faire, mais humainement, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas se permettre de faire. T'sais? Et des fois, il y a une négociation un peu entre les deux. Mais dans ce cas-ci, dans cette histoire-ci, il n'y avait pas de négociation à avoir. Là. Donc, on parle d'hommes qui ont perdu leur vie, on parle d'hommes qui ont infecté leur partenaire. Donc, on a retrouvé dans cette population beaucoup de femmes afro-américaines qui ont développé la syphilis. Pourquoi? Ben parce qu'on n'avait pas dit à leur mari qu'ils l'avaient, puis finalement, ils l'avaient eux-mêmes, ils l'ont développé. Ou bien pas nécessairement des femmes, mais je veux dire, ces hommes-là qui étaient infectés de la syphilis ont rencontré des femmes, sont tombés amoureux de femmes ou d'autres hommes, on les ont infectés à la syphilis parce qu'ils ne savaient pas qu'ils l'avaient. T'sais. On parle aussi de nombreux cas dans cette communauté-là de syphilis congénitale chez les enfants, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec la syphilis. C'est un énorme problème. Qui, à ce que je en comprends, est beaucoup plus difficile à gérer que si vous attrapez la syphilis lorsque vous êtes adulte. Et donc, tout ça est directement la responsabilité de la façon dont ces chercheurs-là ont géré ce projet de recherche-là. Okay? 2 ans après que Buxton contacte la Associated Press pour sonner l'alarme, 2 ans après ça, en 1974, les familles des participants, certains desquels sont décédés, reçoivent finalement une compensation lors d'un procès contre le gouvernement américain. Donc il y a comme un recours collectif où ils vont engager des démarches en cours contre le gouvernement américain. Parce que, souvenez-vous, fondamentalement, c'est la US Public Health Services qui est responsable de ce projet-là. Et ils vont recevoir une compensation. Il y a des raisons de croire toutefois que cette compensation n'est pas nécessairement
à la hauteur pour toutes les horreurs qui se sont déroulées. Mais bref, c'est mieux que rien. Euh, En 1997, on parle de 23 ans après qu'ils reçoivent cette compensation-là. Finalement, le gouvernement fait ses excuses officielles à, à ces gens-là de Tuskegee, parce que c'est ça, c'était à Tuskegee, dans le sud des États-Unis. Je me souviens plus de l'État, en fait. Je pensais au Tennessee, Tuskegee, Tennessee, je crois. Euh, En tout cas, dans le sud. Bill Clinton, qui était président à ce moment-là, en 97, va émettre des excuses officielles. On le voit ici, avec un membre de la famille du groupe de Tuskegee qui a été étudié. Okay. Donc en 97. Donc ça a été très, 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 très long. Donc c'est une histoire d'horreur qui a vraiment fait réagir le monde. C'en est qu'une en passant. Hein. Il y a eu des histoires, d'autres histoires où il y a eu de l'abus là, au niveau éthique. Mais plusieurs de ces histoires-là sont dans un contexte de guerre, souvent. Dans un contexte de guerre, c'est pas que c'est mieux, mais on peut comme comprendre qu'il y aurait des débordements où les choses iraient trop loin, où les gens feraient des actions immorales. T'sais? Mais c'est plus dur à comprendre des telles actions immorales lorsque c'est pas dans un contexte de guerre et ce sont des Américains qui font ça sur d'autres Américains. Okay? Donc c'est vraiment une tâche sur l'histoire des États-Unis, mais en même temps, ça a été ce qu'on appelle un énorme wake-up call pour la recherche, pour dire ça nous prend un certain système éthique. Euh, Ça nous prend une certaine logique qu'on va utiliser pour s'assurer que des problèmes comme ça n'arrivent plus jamais en médecine, en recherche médicale, mais aussi en psychologie, entre autres. Okay? Il a été déterminé que pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, cette étude contribue encore à un sentiment de méfiance de la part des Afro-Américains concernant les services de santé gouvernementaux et concernant la participation à la recherche. Donc vous êtes dans le sud, tu sais, et vous avez entendu des histoires comme quoi votre grand-père est mort de la syphilis, puis c'était une étude complètement non éthique, et puis tu sais, les gouvernements, les Blancs sont descendus ici, puis ils ont dit on va vous aider, puis ils vous ont pas aidé, puis tatati tatata. Ben, je vous blâmerai pas pour être assez critique la prochaine fois où des chercheurs viennent dans votre communauté pour faire de la recherche. Moi, si je faisais partie de cette communauté-là d'Afro-Américains, j'aurais probablement dit, c'est aujourd'hui, ben, moins aujourd'hui, là, mais peut-être dans les années 70 ou 80, j'aurais probablement dit, non merci, on en a eu assez de vos horreurs, on ne vous fait pas confiance. Et donc, on peut vraiment comprendre. Et encore aujourd'hui, hein, dans la communauté du Sud des États-Unis, il y a encore un sentiment de méfiance. Les gens n'ont pas oublié, et ils ne devraient pas oublier ce qui est arrivé. Euh, il y a d'autres faits vraiment intéressants et troublants par rapport à ça. Euh, Comme par exemple, il y a des choses qui sont ressorties plus tard dans l'analyse, lorsqu'on a fait un genre de ce qu'on appelle un post-mortem. Ça veut dire comme une analyse après les faits. On a découvert, entre autres, que les chercheurs offraient une somme généreuse euh, aux, euh, aux participants pour l'enterrement. Ça veut dire que lorsque, ben pas aux participants, mais à la famille des participants. Donc si moi, par exemple, je suis un participant et je meurs parce que j'avais la syphilis puis vous m'avez jamais aidé, vous vouliez juste vérifier comment ça allait se dérouler chez moi. Je meurs. Vous, si vous êtes les chercheurs, vous offriez une somme généreuse à ma famille, à mon épouse, par exemple, pour mon enterrement. Okay? Cela dit, il y a une condition. C'est que ma femme doit accepter de vous laisser mon corps pour autopsie. Okay? Donc, non seulement vous ne me traitez pas, mais même une fois que je suis mort, vous voulez mon corps pour faire des autopsies dessus, pour faire de la recherche dessus. Et dans le fond, ce que vous faites, là je dis vous, je ne vous blâme pas personnellement, mais ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont, si on veut,
utilisé la coercion. Coercion ou coercition? Je ne me souviens jamais c'est comment on dit, mais ils ont utilisé la coercion, donc ils ont, d'une certaine manière, forcé avec de l'argent, parce que souvenez-vous qu'on parle de familles très pauvres, là. Donc, si vous arrivez et vous dites, on vous donne 200 pièces pour avoir le corps de votre mari, pour qu'on fasse une autopsie, puis ensuite on va vous le rendre pour que vous, puis vous pouvez utiliser cet argent-là sur un bel enterrement. Ce qui est important, on parle de communautés très religieuses ici aussi, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'argent de manière coercive chez ces familles pauvres-là pour avoir accès au corps du défunt. C'est un autre exemple de quelque chose qui est ressorti, qui est une horreur, si on veut, euh, au point de vue éthique. Donc, la raison pour laquelle je vous raconte ça, puis il y a toutes sortes d'autres exemples, hein, de recherche non éthique, là, dans des contextes de guerre et dans des contextes, comment dire, de paix, pas de guerre, si on veut. C'est pour ouvrir un peu le bal, pour parler de l'importance de l'éthique dans le cadre de la recherche en psychologie. Et c'est ce qu'on va faire dans le cadre de la prochaine capsule. OK? Donc, savez-vous quoi? Je pense que je vais faire une nouvelle capsule avec ça ici. En fait, non, je vais juste terminer parce que je viens de me rendre compte qu'il me reste juste quelques slides ici. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est arrivé avec l'étude de Tuskegee? Okay. Il y a eu différents choix non éthiques. Il y a eu un non-respect des participants. Okay. Donc, on retrouve trois types d'erreurs éthiques dans le cadre de cette étude-là. Premièrement, les hommes ne furent pas traités avec respect. On leur a menti quant à la nature de leur participation. On leur a menti quant à la nature de leur conditions physiques. Okay? On ne leur dévoilait pas de l'information cruciale, comme le fait qu'il existait un traitement contre la syphilis, la pénicilline, pendant des années. Donc, les hommes n'eurent jamais la chance de prendre une décision éclairée quant à leur participation, premièrement, puis quant à la gestion de leur état de santé. On a aussi nui aux participants. Les participants furent lésés de différentes manières. Okay? Ils ont été assujettis à des examens médicaux très douloureux, dangereux, et qui n'avaient pas comme but de réduire leur souffrance. Aucune pénicilline leur fut offerte. On leur mentionna même pas l'existence de ce traitement. Comme je disais tantôt, il ne faut pas assumer que les participants auraient dû savoir qu'il y avait un traitement. T'sais. On parle avant l'Internet. On parle d'une communauté pauvre. Plusieurs d'entre eux étant illettrés, analphabètes. Donc, c'est pas des gens qui auraient pu... on n'est pas dans un contexte ici où les gens auraient dû savoir. Là. Très, très loin de là. Et même si on était dans un contexte où les gens auraient dû le savoir, ou auraient pu le savoir, ça serait quand même considéré non éthique qu'on ne leur mentionne pas l'existence de ce traitement. Et un autre problème avec cette étude-là, c'est qu'on a spécifiquement visé une communauté désavantagée. Et ça, c'est un problème. On a visé un groupe social qui était déjà pauvre, qui a toutes sortes de problèmes de santé, chez qui l'éducation est relativement basse. Okay? Et on a rempiré leur cas, si on veut. Okay? À noter que même à ce point-là, aux États-Unis, la syphilis était présente chez des gens de toute ethnie et de tout niveau social. Okay? Des Blancs qui avaient de la syphilis dans le Nord, il y en a, là. Il y en avait. Pourquoi sommes-nous allés dans le Sud, dans un groupe désavantagé? On peut penser à toutes sortes d'idées, mais fort probablement qu'à un moment, on s'est dit que ça serait plus facile de tromper ces gens-là, ou peut-être pas tromper, mais ça serait plus facile de mener l'étude, on aurait moins de problèmes à la mener
avec des Afro-Américains dans le Sud, tu sais, qu'avec des Blancs ou plus éduqués dans le Nord, par exemple. Et ça, c'est, veut pas, une forme de racisme, tu sais, littéralement, ou une forme d'abus chez une communauté qui est déjà désavantagée. N'oubliez pas aussi qu'un des problèmes, c'est que non seulement il y a des gens qui souffrent de syphilis toute couleur, si on veut, et tout niveau social aux États-Unis, mais en plus, si on avait trouvé quelque chose qui aurait aidé les gens qui ont la syphilis, euh, pourquoi est-ce que ça devrait être la communauté noire dans le Sud qui doit payer le prix pour que tout le reste des États-Unis puisse profiter d'un traitement potentiel, par exemple? Si cette étude-là avait trouvé quelque chose qui aurait pu aider les gens. C'est pas juste qu'une communauté qui est déjà marginalisée doive payer le prix pour que tout le reste du pays en profite. Ça, je vais y revenir plus tard. Donc, ça, c'est l'étude de cas de, par rapport à la recherche sur la syphilis de Tuskegee. Et dans le cadre de la prochaine capsule, on va voir... Donc, ici j'espère que c'est clair qu'il y a des problèmes au niveau éthique. Là. Puis pas comme, oh, il y a des problèmes qu'il va falloir... C'est comme, non, il faut fermer l'étude, là. Ça marche pas. Là. C'est une horreur. Mais dans le cadre de la prochaine capsule, ce qu'on va voir, c'est un exemple où c'est moins clair. C'est plus ambigu. Il y a des problèmes, mais ces problèmes-là offrent certains avantages. Et puis, c'est pas clair si c'est complètement non éthique ou... on va parler d'une situation comme ça dans la prochaine capsule. OK? Je vous laisse. Ciao.